Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir, le compte à rebours à Kourou en Guyane. Dans 4h28, très exactement, Ariane reprendra du service après 3 mois d'interruption. Tir capital, car il doit permettre à la fusée européenne de trouver une véritable cadence commerciale. Nous allons y revenir. Soudaine et grave pénurie d'organes dans les services de transplantation. Les responsables s'alarment de la réticence des familles de donneurs liées au scandale créé par l'expérimentation d'Amiens. Trafic d'armes françaises vers l'Iran. Le juge de Venise confirme qu'il détient les preuves de l'implication des filiales italiennes de l'Ucher qui dément. Démenti également du gouvernement français. Le Tour de France, c'est sur Antenne 2. L'accord d'exclusivité reconduit jusqu'en 1991. Il concerne également les grandes classiques françaises de cyclisme. L'effet des Césars sur le cinéma français, la remise annuelle des trophées dynamise la profession et provoque un afflux de public dans les salles. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Avant de développer les grands titres de l'actualité, arrêtons-nous quelques minutes sur un cri d'alarme qui vient d'être lancé dans les hôpitaux et plus particulièrement dans les services de transplantation. Depuis l'affaire de Poitiers et surtout depuis l'expérience d'Amiens il y a quelques semaines, il n'y a pratiquement plus de donneurs d'organes en France. Le doute s'est installé dans les esprits et les familles de malades en coma dépassé s'opposent de plus en plus au prélèvement des organes. Des gens doutent, difficile bien sûr de leur reprocher, mais pendant ce temps-là, 300 à 400 personnes attendent un cœur. Pour elles, les jours sont malheureusement comptés. Reportage de Daniel Duigou. Hier soir, jeudi 20h, ce jeune homme a été victime d'un grave accident à Paris. Les médecins du SAMU ont tout fait pour le sauver. Réanimation, transport à l'hôpital, scanner, électroencéphalogramme. Les médecins ont malheureusement constaté le décès. Ils pouvaient alors prélever le cœur pour sauver une autre vie. Mais les parents s'y sont opposés, les médecins ont respecté cette décision. Le problème, c'est que depuis 15 jours, le refus se multiplie à Paris et en province. À France Transplant, où on centralise toutes les demandes, on tire la sonnette d'alarme. D'organes à transplanter en Ile-de-France depuis 10 jours, c'est pas une spécificité de l'Ile-de-France, c'est la même chose pour toute la France. Est-ce que c'est lié à l'affaire médicale d'Amiens? On est obligé de le penser. Peut-être pas directement, mais au moins indirectement par les questions que se posent les Français, parce que on ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas eu de sujet en état de mort cérébrale en France depuis 15 jours. Malheureusement, il y a eu des donneurs potentiels. Les médecins réanimateurs le confirment. Les familles justifient leur refus de prélèvement par le procès de Poitiers et l'expérimentation médicale d'Amiens. Dans les centres de transplantation d'organes, les conséquences sont catastrophiques. Ainsi, à Brousset, 30 malades sont en attente d'une greffe. Ces malades, si on ne trouve pas de cœur pour eux dans les jours qui viennent, au maximum 2 semaines, ces malades décéderont. Cette malade fait partie des urgences. Le 1er janvier dernier, le jour de son anniversaire, elle a été victime d'un infarctus. Aujourd'hui, elle est en sursis. Chaque jour, le risque de mourir augmente. Seule une greffe demain ou après-demain peut la sauver. Pour vous, aujourd'hui, que représente le don d'organes? La vie. Que ce soit un rein, que ce soit le cœur, que ce soit le foie, je pense qu'on commence à les greffer comme il faut. La rate, ça je ne sais pas, mais un don d'organe, c'est la vie. C'est la vie. Vous donnez la vie en perdant la vôtre, vous la donnez à quelqu'un d'autre. Vous savez, on fait beaucoup actuellement pour la faim dans le monde, et là, ça rend Coluche, on appelle pour la générosité des gens dans beaucoup de domaines, mais lorsque les gens sont morts, leurs organes peuvent servir, que ce soit un foie, un rein, un cœur, et on peut sauver des tas de vies humaines. Je pense que là, il faut que les gens prennent conscience de cela. Voilà, je vous rappelle que plusieurs centaines de personnes, on ne le répétera jamais assez, attendent une transplantation. La dernière greffe du cœur a été effectuée sur une petite fille de 6 jours. Aux dernières nouvelles, Lucie, c'est son nom, se porte bien. L'affaire Lucher, nous vous le disions dès hier soir, un juge d'Italien, Felice Cassone, révèle que la firme française aurait poursuivi ses ventes d'armes à l'Iran après l'élection de mars 86. Dès hier soir, la société Lucher a fermement démenti l'information en précisant notamment « Nous n'avons vendu aucune arme d'une manière directe ou indirecte à des pays non autorisés ». L'une de nos équipes est à Venise. Elle a rencontré le juge d'instruction italien Cassone. Ce dernier affirme qu'il détient des preuves. Reportage de Pascal Deschamps.
Le trafic continue. Aujourd'hui encore, il y a des bateaux qui livrent tranquillement des armes à l'Iran pour le compte des filiales italiennes de l'Usher. Voilà ce que nous a déclaré le juge Felice Cassone ce matin. Calmement, prudemment, son enquête ne fait que commencer. Elle sera difficile car à partir des dizaines de telex saisis au siège de ces deux filiales, il va falloir reconstituer les parcours des bateaux et de leurs cargaisons. Des parcours sinueux pour une seule destination, l'Iran. Dernier chargement connu, celui cité par un telex daté du 23 janvier 1988. Mais le juge Cassone n'est pas seul. À ses côtés, Giuseppe Impalomeni, le chef de la police antiterroriste de Venise. C'est lui qui a découvert les liens entre les services secrets iraniens dissimulés derrière une société maritime basée à Gênes et les deux filiales de la Luchère. C'est lui qui, à la demande du juge, a saisi des caisses de documents. Nous l'avons rencontré, son travail, à lui aussi, ne fait que commencer. Aujourd'hui, il s'intéresse particulièrement à 4 sociétés italiennes de fabrication d'armes et de munitions. L'une d'elles, la Rémier, pourrait avoir fabriqué des armes à la demande de l'Usher depuis 1986 pour un seul client, toujours le même, l'Iran. À Washington, aux États-Unis, où il est en voyage, André Giraud, le ministre de la Défense, a démenti les informations selon lesquelles l'Iran aurait reçu des armements français après mars 86. Pour le ministre, ces allégations sont dénuées de fondement. Ariane, H-4 et quelques secondes. Si tout va bien, la fusée européenne décollera à 0h28, heure de Paris, avec à son bord 2 satellites, je vous le rappelle, un français, Télécom 1C, et un américain. Pour Ariane, l'enjeu est important. Il y a tout d'abord le contrat. Il est de 500 millions de francs, c'est pas mal. Mais au-delà de ce tir, c'est la crédibilité du lanceur qui est en jeu. Ariane doit prouver que les incertitudes techniques qui ont pénalisé son rythme d'exploitation sont définitivement oubliées. Patrick Esther. Lorsque dans 4 heures et 27 minutes, les bras de remplissage du réservoir d'hydrogène s'écarteront, lorsque les crochets qui retiennent la fusée sur la table de lancement s'ouvriront, pour la première fois, les responsables d'Ariane Espace ne seront pas inquiets. Ce 21e tir est celui qui possède le plus de chances de réussir. Le lanceur européen bénéficie maintenant de milliers d'heures d'études supplémentaires. De nombreux essais de moteurs ont été conduits au sol avec succès. Des essais, bien sûr, qu'il eût mieux valu réaliser au début du programme, mais qui n'avaient pu être faits faute d'argent. Aujourd'hui, le fabricant des moteurs, la Société européenne de propulsion, est parvenu à produire de façon industrielle, c'est-à-dire en série, les fameux moteurs de 3e étage. Des moteurs fonctionnant à l'oxygène et à l'hydrogène et qui avaient provoqué par 3 fois la destruction totale d'Ariane. Durant les derniers mois, les techniciens de la SEP ont fait fonctionner sans problème ce moteur 4 fois plus longtemps qu'il n'est nécessaire au vol de 720 secondes. Mieux, Ariane Espace dispose maintenant de 3 moteurs d'avance, ce qui devrait permettre de procéder à 8 lancements d'ici au 31 décembre, une cadence record jamais vue. En attendant à Kourou, la météo reste bonne et le compte à rebours se poursuit sans anicroche. Il y a 90 minutes, la tour s'est reculée, dégageant la fusée. Reste maintenant à souhaiter que le vol se déroule parfaitement. La concurrence internationale s'est faite particulièrement sévère ces derniers mois. Tension au sein du système monétaire européen. Hier, le franc a connu un brutal accès de faiblesse vis-à-vis du Deutsche Mark. Aujourd'hui, légère accalmie, mais le franc était encore au cœur de toutes les discussions. Nous allons essayer de comprendre en compagnie de Philippe Sassier. Alors, que se passe-t-il, Philippe? Est-ce la proximité des élections présidentielles qui rend le marché aussi nerveux en ce moment? Oui, un petit peu. Mais il faut d'abord rappeler que les derniers chiffres d'inflation du commerce extérieur ne justifient pas des mouvements sur le franc. Mais les marchés d'échange fonctionnent parfois comme des marchés à la criée. On achète du merlu, ben ça monte, on n'en veut pas, les cours tombent. Il en va de même du dollar, du mark, du franc. Et en dehors des mouvements spéculatifs, on achète ou on vend une monnaie pour des besoins commerciaux. L'argent, il faut le rappeler, c'est aussi une matière première. Ainsi, une grande banque française aurait, dit-on, acheté pour plusieurs milliards de marks, faisant monter la monnaie allemande et chuter le franc. Certains évoquent Suez, qui doit régler les actions de la Société Générale de Belgique. D'autres estiment que cette explication est folklorique. Ils affirment que c'est une grande entreprise, dont le nom est tenu secret, qui a soudain vendu des francs. D'autres évoquent la spéculation sur la livre anglaise qui bouscule les autres monnaies. D'autres encore, peut-être amateurs de romans policiers, évoquent une attaque russe sur le franc.
toutes ces rumeurs sur fond d'élection présidentielle et d'incertitudes politiques à venir. Ce soir, le calme est un petit peu revenu, mais il faut s'attendre, Henri, à des mouvements dans les jours qui viennent. Alors Philippe, faiblesse du franc, on l'a dit, faiblesse de la bourse aussi, moins 1,45% aujourd'hui. Est-ce qu'on est condamné à la glissade, entre guillemets, jusqu'aux élections présidentielles? Non, on n'est pas condamné à la glissade, mais là aussi, bien, la période de calme a pris fin. On reparle tension sur les taux d'intérêt, intervention des banques centrales, incertitude politique, et à l'approche des élections, bien, la bourse pourrait se montrer plus nerveuse et regarder à son tour les sondages plus que les bilans des entreprises. Dernière réaction, j'apprends à l'instant, M. Balladur reste confiant. Philippe, il a déclaré « La position des monnaies européennes, les unes par rapport aux autres, est bonne. Il n'y a aucune raison, ni immédiate ni lointaine, d'y toucher. » Fin de citation. En Corse, nouvel attentat cet après-midi. Un gendarme a été atteint par une décharge de chevrotine au cours d'une fusillade contre la villa du procureur général de la cour d'appel de Bastia. Le gendarme a été sauvé grâce à son gilet pare-balles. C'est le 3e attentat contre la résidence du procureur général depuis 1977. Pascal Vanier. Si ce gendarme de l'escadron de Besançon est sain et sauf ce soir, il le doit à son gilet pare-balles. 15h40, devant la résidence du procureur général de Bastia, une voiture, une Mazda jaune, se porte à la hauteur du gendarme en faction. À bord 3 personnes. L'une d'elles pointe un fusil de chasse et tire à hauteur d'homme, sans aucun doute pour tuer. Impact de chevrotine, les enquêteurs en trouvent jusque dans les arbres de la villa. Une agression qui ressemble en tout point à celle commise mardi dernier à la caserne Battesti d'Ajaccio. Cette fois, un gendarme avait trouvé la mort. En 4 jours, c'est le 2e attentat visant les forces de l'ordre, 2 attentats non revendiqués. Seul indice, la voiture des agresseurs, abandonnée un peu plus tard dans les faubourgs de Bastia, une voiture volée, immatriculée en Haute-Corse. Ce soir, les policiers quadrillent la région. Politique, l'image du jour, c'est celle de Jacques Chirac à Bordeaux, en Aquitaine, en compagnie de Jacques Chaban-Delmas. Le candidat Chirac a visité l'usine Ford de Bordeaux. Il a évoqué la nécessité d'être compétitif à l'horizon 92. Autre petite phrase, plus politique celle-là. Les socialistes, a-t-il dit, comptent sur les divisions de la majorité. Non seulement ces divisions n'existent pas, je cite le Premier ministre, mais en plus, je compte donner une leçon d'unité et de responsabilité. Fin de citation. À Washington, la démission de la présidente d'une université saluée par une manifestation de joie aujourd'hui. L'université en question n'est pas tout à fait comme les autres. Elle n'accueille que des sourds et muets. Les étudiants en grève depuis plusieurs jours souhaitaient avant tout que leur présidente soit comme eux pour mieux percevoir leurs problèmes. Reportage à Washington de Jacques Abouchard. Explosion de joie la nuit dernière parmi ces étudiants de Washington. Ils l'expriment davantage par des signes et des cris que par des mots, car ils sont sourds et beaucoup n'ont pas l'usage de la parole. Ils appartiennent à l'université Gallaudet, un établissement unique au monde, 124 ans d'existence, 2300 étudiants, tous atteints de surdité, comme la plupart des professeurs. Après 5 jours de grève, les étudiants ont contraint à la démission Elisabeth Zinzer, leur nouvelle présidente. Elle avait été préférée à 2 candidats sourds l'un et l'autre, alors qu'elle ne l'est pas. Elle ignore même le langage des signes, d'où la colère du campus. L'un des 2 candidats écartés par le conseil de l'université est un professeur, Monsieur Irvin Jordan. On a raté, dit-il, une occasion unique de prouver qu'un infirme est parfaitement capable d'occuper un poste de haute responsabilité. C'est pourquoi la grève continue. Les étudiants demandent que davantage de sourds siègent au conseil d'administration. Encouragés par leur succès, ils ont décidé d'une marche sur le Capitole de Washington, là où siège le Congrès. L'affaire fait grand bruit, si j'ose dire, au Congrès de Washington, car les 3/4 du budget de l'université Gallaudet dépendent de subventions fédérales. Et certains parlementaires prêtent une oreille favorable à la colère muette des étudiants. En bref, les États-Unis viennent d'informer l'ONU de leur décision de fermer la mission d'observation de l'OLP auprès des Nations Unies. Vive protestation du secrétaire général des Nations Unies, M. Janvier Pérez de Cuellar. C'est la Cour internationale de justice située à La Haye qui tranchera. Les autres télégrammes d'actualité avec Isabelle Staes. Giovanni Goria présente la démission de son gouvernement. Une nouvelle crise politique en Italie. Après 9 mois d'une fragile coalition de centre-gauche, le ministre des Affaires étrangères Giulio Andreotti pourrait conduire le prochain gouvernement. Iran-Irak, le cessez-le-feu dans la guerre des villes est entré en vigueur cet après-midi. Peu avant la trêve proposée par l'Irak, Bagdad a multiplié les tirs de missiles contre Téhéran. Pour l'instant, aucun bombardement n'est signalé.
Un match de football tourne au drame en Libye. 17 spectateurs ont trouvé la mort hier soir lorsqu'un mur s'est effondré sur les gradins. Dans la panique, de nombreuses personnes ont été blessées. 70 000 spectateurs assistaient à cette rencontre à Tripoli. En Australie, 2 appareils de l'armée de l'air se heurtent en vol au cours d'un exercice d'acrobatie. Siège éjectable, atterrissage en catastrophe. Les 2 pilotes s'en sortent chacun avec quelques légères blessures. Témoignage du caméraman qui filmait la scène. Je me croyais dans un film de Spielberg. Il y a de quoi. Le Minitel, de plus en plus sollicité. Grâce à lui, la vente à distance est en passe de révolutionner les marchés. N'anticipons pas, mais essayons de comprendre. Vous connaissez le principe. Il suffit de connaître un code, de pianoter sur l'écran du Minitel pour passer la commande. Ensuite, on vous livre à domicile. Si l'on en croit un sondage publié aujourd'hui, 58% des Français seraient intéressés par la formule. Le système se développe à la vitesse grand V. Sachez par exemple que l'on peut dès maintenant dialoguer avec un centre commercial qui vous livrera à domicile. Vous pouvez tout commander, du repas à la paire de chaussures, en passant par le frigo, le matériel de bricolage. Une vingtaine de marques sont représentées sous une appellation bien parisienne, les grands boulevards. Elisabeth Esley. Le centre commercial Les Grands Boulevards, on a beau le chercher avant ou au-delà de l'opéra, on n'a aucune chance de le trouver. Il ne possède ni enseigne, ni vitrine, ni galerie marchande. Curieusement, il n'existe qu'à travers un panneau publicitaire, un entrepôt de 3000 m² et un catalogue. Pour se faire livrer à domicile, à Paris ou en banlieue, il suffit de choisir parmi les 10 000 articles proposés ici ou sur Minitel et de passer commande. C'est la grande liberté parce qu'au lieu de subir les embouteillages en voiture, la queue au supermarché, la grogne des ménagères, le fait que lorsque je rentre chez moi, il me faut parfois une demi-heure à 1 heure pour retrouver une place. Je fais tous mes achats par Minitel. À l'origine des Grands Boulevards, 4 sociétés. Le groupe Casino, l'agence Havas, la compagnie bancaire et l'entreprise G7, connue pour ses taxis. Ici, elle assure les livraisons par camionnette dans les 24 heures, gratuitement si le montant de la commande est supérieur à 350 francs. On règle uniquement par carte de crédit et seule l'alimentation est facturée plus cher que dans les rayons. La direction jongle avec son budget et l'aide de l'informatique. Nous remplaçons, grâce à l'informatique, de nombreux frais. Nous faisons disparaître de nombreux frais. Il n'y a aucun frais de surface, d'implantation des magasins. Nous n'avons pas de frais de gestion de stock. Les stocks sont gérés directement par l'informatique. Et nous limitons les frais de transport car nous allons nous servir directement dans les entrepôts très importants des principaux magasins qui travaillent avec nous. Alors, bientôt la fin du lèche-vitrine ? Ce serait dommage, mais si les professionnels de la vente à distance pouvaient un jour prendre en charge tous nos achats fastidieux, les chariots deviendraient sans doute objet de loisirs. La Savoie, tout sourire après le retour de Jean-Claude Killy à la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Killy et Barnier côte à côte, c'est à nouveau l'image des gagneurs qui avaient arraché la décision à Genève en octobre 86. Les querelles de clochers qui avaient motivé le départ de Jean-Claude Killy sont-elles pour autant oubliées? Nous sommes allés chercher la réponse là où elle se trouve. En Savoie, reportage de Thierry Blanco. Killy revient. Fini les querelles de clochers, l'homme des Jeux d'Albertville a gagné son pari. Unification des sites autour de Tignes et Val d'Isère, retour en douceur dans la vallée de la Tarentaise. À Val d'Isère, on est super content, parce que de toute façon, d'abord c'est l'enfant du pays, le triple médaillé de 68, et Dieu sait qu'on a fait la fête en 68 ici à Val d'Isère, et on a envie de refaire la fête avec lui pour 92. La bombe de l'espace Killy n'est plus qu'un pétard mouillé. Toutes les épreuves masculines, excepté le slalom spécial, se dérouleront à Val d'Isère. En 92, la réputation de Val, ce sera 7 descentes. Particularité, visibilité totale pour le public et pour les concurrents. La face de Bellewaerde deviendra l'une des plus belles descentes du monde. Paris gagné avec Killy. Il valait mieux attendre un petit peu et que les choses soient claires une fois la décision prise et qu'on n'y revienne plus jamais et que nous allons avoir la même équipe au début de cette campagne pour l'organisation de ces Jeux Olympiques, que nous aurons les mêmes personnages à l'arrivée, j'en suis persuadé maintenant. La capacité d'accueil passera de 19 à 25 000 lits, plus les installations techniques et nouvelles remontées mécaniques. Val d'Isère s'arme pour les Jeux, pour ce qui devrait être le plus grand moment de son histoire. Que ce ne soit pas seulement des sommets de montagne et des pistes vertigineuses, mais qu'il y ait une montée des esprits et des cœurs. L'anneau olympique s'enflamme déjà, mon père.
Le Tour de France reste fidèle à Antenne 2, la chaîne du sport. Claude Contamine, notre PDG, et Philippe Amaury, le président du groupe L'équipe Parisien Libéré, ont signé un protocole d'accord de 3 ans aujourd'hui. Grâce à Antenne 2, vous pourrez donc vibrer une nouvelle fois aux exploits des rois de la petite reine. Jean Mamère. Continuité et fidélité pour le Tour de France. Grâce à l'accord signé entre les présidents Amaury et Contamine, vous pourrez suivre, comme si vous y étiez, les péripéties de ce qui est la plus grande course cycliste du monde et la plus chère sans aucun doute au cœur des Français. Le Tour de France, c'est un spectacle permanent. Beauté du geste, beauté de l'effort, image de la souffrance, de l'acte mené jusqu'au bout de soi-même. Mais le Tour, c'est aussi pour Antenne 2 être présent dans tous les instants importants. Même lorsque la météo ne sera pas l'allié des coureurs, un hélicoptère tout temps pourra décoller et recevoir des 3 motosuiveuses, une de plus que l'année dernière, les images en direct de l'escalade des cols les plus importants. Un effort supplémentaire pour vous permettre de suivre l'épreuve encore plus de l'intérieur avec la journée continue lors de l'étape de Luzardiden. Mais le Tour de France, c'est aussi une grande fête tout autour de l'Hexagone et la chaîne vous fixe un deuxième rendez-vous pour l'arrivée sur les Champs-Élysées. Bien belle image, celle de l'an dernier. Sans en rajouter, c'est un exploit hein, d'avoir gagné le Tour de France. Hein. On peut dire qu'on l'a gagné le Tour de France. Oui, c'est presque une victoire au sprint pour utiliser une image cycliste. C'est une belle médaille en tout cas que vient de décrocher notre chaîne, après celle de Roland Garros et celle du Tournoi des 5 Nations notamment. Alors le président Amaury a choisi Antenne 2 pour son sérieux. Nous le remercions. Vous l'avez vu et vous l'avez constaté, vous le constaterez. La chaîne est prête à consentir de gros efforts pour mieux vous servir. Outre le Tour de France, nous vous proposerons également les grandes classiques. Décidément, Antenne 2 jusqu'en 1991, c'est la chaîne du cyclisme. C'est fort parce qu'on n'était pas tout seul. Hein. Je crois qu'il faut le dire aux téléspectateurs. Exactement. Bon, alors en attendant le Tour de France, on va parler de Paris-Nice. Est-ce que Sean Kelly a pris le maillot de leader? On s'y attendait un peu. Là, je crois que c'est chose faite. Hein. Voilà, la 4e étape Toulon-Saint-Tropez était une étape à bouleversement. Comme prévu, elle l'a été. Sean Kelly a repris son maillot blanc. En revanche, Jean-François Bernard, lui, a perdu 22 minutes et sans doute abandonné dans ce Paris-Nice 1988. Ça marche pas mais pour le lui, grand ça ne marche pas beaucoup pour lui pour l'instant, mais le grand animateur du jour, et pour lui ça marche beaucoup mieux, sera été Laurent Fignon et son équipe, auteur de toutes les accélérations et toutes les cassures dans le peloton. À 70 km de l'arrivée, l'une des rares difficultés de la journée avait permis à Leclerc de tenter une échappée solitaire. Leclerc n'a réussi qu'à prendre 25 secondes à un groupe d'une vingtaine d'échappés avec parmi eux le grand favori Sean Kelly. Mais sans Jean-François Bernard, victime de douleurs au genou, l'échappée tourne court à 25 km de Saint-Tropez, une dizaine de coureurs se sont regroupés et à l'arrivée c'est le Belge De Wilde qui l'emporte sur le port de Saint-Tropez juste devant Sean Kelly et Pascal Simon. Le peloton termine à 1 minute 19. Cela permet à Sean Kelly d'être le nouveau leader et en passe de remporter son 7e Paris-Nice. Il devance Ronan Pinsec de 19 secondes et Pascal Simon est 3e. Merci, voici les pronostics du tiercé. Le pronostic pour le tiercé de demain qui se courra sur l'hippodrome d'Auteuil dans le prix Harroux. C'est un steeplechase de 3700 mètres. Voici les pronostics. Le 16, le 10, le 21, le 11, le 13, le 19, le 18 et le 8. Vous avez tout noté, les rapports dans le journal de demain soir. Le cinéma, à la veille de la grande fête des Césars qui sera retransmise, elle aussi sur Antenne 2, fête au cours de laquelle vous retrouverez toutes les stars du cinéma français. Nous avons choisi ce soir de dialoguer avec les producteurs. Pour eux, comme pour les autres, les films sont de véritables paris. Reportage de Nicole Cornu-Langlois. Le cinéma français va mal, mais demain, il sera en fête. Et les Césars vont relancer certains films à l'affiche, comme ce fut le cas pour 3 hommes et un couffin, dont l'heureux producteur a multiplié les bénéfices avec 3 hommes et un bébé. Mais Jean-François Le Petit attend des Césars autre chose que de l'or, en particulier pour Le Grand Chemin qui a déjà fait ses preuves. Il est évident que pour nous, enfin, producteurs du film, la meilleure récompense, c'est le fait que le public aille voir le film en salle. Donc ça, on l'a déjà eu. Mais en même temps, les Césars ont une grande signification, c'est-à-dire que le fait d'avoir une reconnaissance par la profession, je pense que si on est honnête, c'est important pour tout producteur. Dégueulasse. Un succès d'estime pour ce sujet ambitieux, mais peu d'amateurs. Un César serait le bienvenu. Libre, qu'est-ce que ça veut dire? Il parle pas, il entend pas? Le comique du duo Rochefort-Junio a fait recette, mais souhaiterait être honoré. Un même producteur pour ces 2 films. Un chien énorme, avec des yeux fiévreux très brillants. Vous aussi? Pour moi, personnellement, c'est une satisfaction évidente, mais ça ne change rien de très précis. Par contre, pour les gens qui ont fait des films, et c'est plus important que moi, eux, ça a fermi leur position par rapport à la profession, par rapport au public, par rapport aux médias. Et donc, ça leur permet d'envisager l'avenir avec encore plus
de sérénité et de marge de manœuvre. Mais demain, ce sera aussi un hommage et un César d'honneur à un producteur de chefs-d'œuvre de géants du cinéma, dont Buñuel, son ami. Tu veux l'avoir sous sa cape? Pour lui, les producteurs sont créateurs et aventuriers. S'ils ont un peu les tripes et la volonté de risquer quelque chose et faire surtout ce qu'ils aiment, même s'ils ont tort. Parce que qu'est-ce que peut aimer le public, on ne sait pas. Mais le public a aimé ce qu'il a fait et attend d'autres productions de lui, récompensées par des Césars, bien sûr. Voilà, je vous rappelle que la nuit des Césars, c'est demain à partir de 20h30. La soirée sera présentée en direct par Jane Birkin et Michel Drucker. En fin de soirée, vous retrouverez William Lémergie qui vous fera partager le souper des stars depuis le Phuket. Ce soir, c'est Hervé Claude qui vous présentera le tout dernier journal vers 22h45. Daniel Bilalian, Philippe Gassot et Betty Duro prendront le relais pour les éditions du week-end. À lundi 20h et merci de votre fidélité. Bonsoir.